Dans la guerre moderne, une rivalité féroce se développe entre les États-Unis et la Chine, alimentant une course exaltante vers l'innovation et la suprématie. Cette compétition épique propulse l'évolution rapide de la technologie militaire, avec le développement et le déploiement de drones, d'intelligence artificielle, d'informatique quantique, de laser et de robotique pour rester dominant dans la guerre moderne. Le ministère de la Défense des États-Unis a alloué un montant sans précédent de 130,1 milliards de dollars à la recherche et au développement dans son budget 2023. L'armée se tourne vers des solutions technologiques révolutionnaires qui pourraient faire pencher la balance en sa faveur. Récemment, l'armée de l'air américaine a révélé qu'elle possédait une technologie avancée et redoutable qui promet de laisser une impression durable. De quelle technologie s'agit-il précisément? Et surtout, comment l'armée de l'air américaine compte-t-elle en tirer parti? Rejoignez-nous pour découvrir comment l'armée de l'air américaine a admis avoir créé quelque chose d'aussi avancé et capable de tout détruire. Bienvenue sur Voyage Quantique. Ceux qui connaissent le film de science-fiction de 1951, Le jour où la Terre s'arrêta, se souviendront des puissants pistolets laser capables de vaporiser fusils et tanks. De même, dans les films Star Wars, les armes emblématiques comprenaient des sabres laser et d'énormes canons laser montés sur des vaisseaux spatiaux. Aujourd'hui, ces armes, connues collectivement sous le nom d'armes à énergie dirigée, ne sont plus confinées à la fiction. Elles deviennent une réalité tangible. Mais que sont les armes à énergie dirigée? Les armes à énergie dirigée sont des armes qui utilisent l'énergie électromagnétique concentrée pour engager et neutraliser les forces ennemies. Elles englobent un éventail de technologies, notamment les lasers à haute énergie, les dispositifs à radiofréquence ou à micro-ondes de forte puissance et les armes à faisceaux de particules chargées ou neutres. Les lasers et les micro-ondes font partie du spectre électromagnétique, où se trouve l'énergie lumineuse et les ondes radio. Malgré leur coexistence au sein du spectre électromagnétique, la principale différence entre eux réside dans leur longueur d'onde et leurs fréquences respectives. Les armes laser et à micro-ondes fonctionnent de manière très différente et produisent des effets distincts. Pour faire une comparaison, considérez la différence entre un pointeur laser et une lampe de poche. La lumière laser est cohérente et affiche une seule couleur. Cette cohérence lui permet de maintenir sa concentration sur des distances extrêmement longues, s'étendant dans l'immensité de l'espace, même sur des milliers de kilomètres. Lorsqu'il s'agit d'armes laser, plutôt que d'imaginer un pointeur laser, il faut penser à une image plus proche d'un chalumeau puissant à longue portée. Les armes laser se répartissent en plusieurs catégories en fonction de leur composition, avec des différences entre les configurations gazeuses, à semi-conducteurs ou hybrides dans la trajectoire actuelle vers l'armement. Les types de lasers comprennent les lasers à semi-conducteurs et les lasers hybrides. Les lasers à semi-conducteurs peuvent être divisés en lasers à fibre et lasers à cristal. Les lasers à fibre sont structurés autour d'une fibre optique recouverte d'éléments rares, l'herbium étant un choix courant. Les lasers à cristal sont une variante de haute puissance caractérisée par un cristal laser en forme de plaque pour une puissance et une efficacité accrues. Parallèlement, comme les lasers alcalins pompés par diode, les lasers hybrides fusionnent des réseaux de diodes gazeuses et semi-conductrices. Au fil du temps, l'énergie transférée à la cible détermine la capacité destructrice et la létalité des armes à énergie dirigée. Les effets de cette énergie concentrée peuvent aller de non létal à létal. Par exemple, les lasers peuvent rapidement couper des matériaux tels que l'acier, l'aluminium et d'autres substances. Ils sont particulièrement efficaces pour rompre des récipients sous pression tels que les réservoirs de propergol et d'oxydant des missiles. Ils peuvent également perturber ou endommager d'autres systèmes équipés de capteurs et de composants électroniques. La létalité des lasers à haute énergie dépend de facteurs tels que la puissance de sortie du laser, la pureté et la concentration du faisceau lumineux et la qualité de la portée de la cible. D'autres facteurs sont la précision avec laquelle le laser est maintenu focalisé sur la cible, le contrôle de la gigue du point de visée et les capacités de suivi. De plus, les conditions atmosphériques dans lesquelles le laser se déplace pour atteindre la cible influencent également son efficacité. Aujourd'hui, ces lasers sont devenus si avancés que nous disposons désormais de lasers tactiques à impulsion ultra courte. Malgré leur longue histoire, les lasers tactiques à impulsion ultra courte des années 1970 à 1990 ont connu une évolution transformatrice au sein de l'US Air Force. Ils sont devenus un système d'armes révolutionnaire et exceptionnellement adaptable qui s'intègre parfaitement à diverses plateformes militaires. L'armée de l'air américaine, l'une des plus grandes puissances militaires au monde, est à la pointe de l'innovation et de la technologie.
Depuis le vol motorisé pionnier de 1903 jusqu'à l'évolution continue des avions et des drones modernes, l'armée de l'air a constamment repoussé les limites de ce qui est réalisable dans le domaine de l'aviation. Sa dernière création ne fait pas exception à cet héritage, puisque l'armée de l'air américaine a ouvertement reconnu le développement de lasers tactiques avancés à impulsion ultra courte. Bien que cette technologie laser avancée en soit actuellement au stade du prototype, elle a déjà suscité un vif intérêt dans l'industrie de la défense à la suite d'une série de tests réussis, et son déploiement imminent sur le terrain est attendu avec impatience. Voyons maintenant comment fonctionne ce laser. Le laser tactique à impulsion ultra courte est extraordinairement puissant, avec une intensité de crête pouvant atteindre des niveaux 1 million de fois supérieurs à ceux du Soleil. Ce laser avancé et révolutionnaire est compact et portable, conçu pour être facilement transporté par le personnel militaire sur le terrain. Lors de son activation, le laser émet des impulsions ultra courtes dirigées vers la cible. Ces impulsions sont uniques, caractérisées par leur vitesse et leur intensité étonnante, leur permettant de trancher l'acier et d'autres matériaux sans effort. Cependant, le laser tactique à impulsion ultra courte n'est pas seulement une arme. Il peut également être utilisé dans des scénarios non létaux, désactiver des appareils électroniques ou aveugler des combattants ennemis à l'aide d'un faisceau lumineux à haute énergie pour délivrer des frappes précises et puissantes. Ce faisceau est si intense qu'il peut couper le métal, briser le verre et démanteler des systèmes électroniques. En quelques secondes, ce laser révolutionnaire développé par l'US Air Force libère des éclats de lumière extrêmement brefs avec une durée d'impulsion allant de la femtoseconde à la picoseconde. Pour mettre les choses en contexte, une femtoseconde est un quadrillionième de seconde, ce qui souligne la vitesse remarquable de cette technologie. Grâce à la durée exceptionnellement courte de ces impulsions, cette technologie révolutionnaire peut couper, souder et fondre des matériaux avec une précision sans précédent. Elle peut également couper des matériaux sans générer de dommages thermiques dans les environs. Cette précision rend le laser particulièrement adapté à diverses applications militaires, notamment l'identification de cibles, la télémétrie et la neutralisation ou la destruction d'équipements ennemis. Lorsque le laser est déchargé, son énergie est rapidement absorbée par le matériau cible lors de l'impact, ce qui entraîne un échauffement et une expansion rapide. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la cascade d'événements déclenchés après l'impact du laser. Voici comment cela se déroule. L'expansion provoquée par l'impact du laser déclenche une onde de choc dans le matériau, ce qui entraîne une légère explosion en surface. Cette onde de choc extrait alors une petite partie de matière de la surface, produisant une coupe nette et précise. Ce processus remarquable, observé lors d'une série de tests, a suscité un vif intérêt et le potentiel du laser s'étend au-delà des applications militaires. La puissance et la vitesse extraordinaire du laser proviennent de sa construction unique. Il commence par la création d'un milieu de gain, et à ce stade, un matériau distinct est introduit pour amplifier l'énergie du laser. Ce matériau est ensuite alimenté par un courant électrique, ce qui le pousse à émettre des photons, les particules fondamentales de la lumière. Ces photons sont ensuite guidés à travers une série de miroirs et de lentilles, qui façonnent et concentrent le faisceau laser en une impulsion ultra courte et concentrée. Cependant, il ne s'agit là que du point de départ, notamment parce que le laser à impulsion ultra courte possède de nombreuses caractéristiques avancées. Il se targue d'avoir une durée d'impulsion et des niveaux d'énergie réglables, ce qui permet de l'adapter à un large éventail d'applications. Si vous connaissez peut-être les lasers en général, le laser tactique à impulsion ultra courte est unique en son genre. Sa durée d'impulsion extraordinairement brève permet au laser d'atteindre des puissances de crête remarquablement élevées, de l'ordre du pétawatt. C'est environ 1 million de fois plus puissant que la puissance de sortie collective de l'ensemble de la race humaine. Cette technologie laser inégalée de l'US Air Force est capable de s'engager dans des processus optiques non linéaires. Cela implique que le laser peut interagir avec la matière d'une manière que les lasers conventionnels ne peuvent pas. Par exemple, il peut générer des photons de haute énergie et induire la formation de plasma à partir de matériaux solides. Les perspectives de cette technologie sont exaltantes, et les experts prévoient que l'avenir du laser tactique à impulsion ultra courte sera encore plus remarquable dans le domaine des applications militaires. Le potentiel de cette technologie émergente ne connaît pratiquement pas de limite. Il peut neutraliser les drones hostiles, neutraliser les véhicules ennemis et interférer avec les communications adverses. Sa portée opérationnelle d'1,5 km lui confère une adaptabilité à un large éventail de scénarios. De plus, la technologie laser innovante de l'armée de l'air américaine est très polyvalente en termes de déploiement. Elle peut être montée sur diverses plateformes telles que des véhicules terrestres, des avions et même des navires. Selon les experts militaires américains,
cette adaptabilité dynamique fait du laser tactique à impulsion ultra courte un outil inestimable pour toute opération militaire. Le laser tactique à impulsion ultra courte représente une avancée technologique incroyable, susceptible de révolutionner les stratégies de défense de l'Amérique et de protéger ses citoyens. Ce laser exploite des fibres à haute puissance fabriquées à partir de matériaux spécialisés qui renforcent son faisceau, le rendant exceptionnellement puissant et précis. Ces fibres sont conçues avec des matériaux spécialement enduits qui amplifient la lumière lorsqu'elle les traverse, permettant au faisceau laser de se déplacer jusqu'à 300 millions de mètres par seconde. Cette vitesse remarquable rend extrêmement difficile toute tentative de dérobade ou d'évasion, ce qui permet au laser de délivrer des frappes nettement plus puissantes et précises que les lasers traditionnels. De plus, l'énergie lumineuse importante utilisée par ces fibres à haute puissance améliore la capacité des lasers tactiques à impulsion ultra courte à fonctionner efficacement à des fins non létales, ce qui inclut la neutralisation temporaire des adversaires pendant les combats sans causer de dommages durables. Une autre caractéristique remarquable de cette nouvelle technologie laser est son optique adaptative. Cette technologie permet au laser d'ajuster son faisceau pour contrer de manière autonome les distorsions atmosphériques. Cette procédure garantit le maintien de la focalisation et de la précision sur de longues distances. Il permet au laser de s'adapter en temps réel aux conditions environnementales changeantes, une capacité précieuse dans les domaines où les conditions peuvent varier considérablement. De plus, cette technologie permet au laser de générer des impulsions ultra courtes avec un contrôle spatial et temporel supérieur, ce qui le rend capable de télédétection. Le nouveau laser de l'armée de l'air peut également régler avec précision sa longueur d'onde, une capacité vitale car différents matériaux absorbent différentes longueurs d'onde de lumière. Ce réglage de la longueur d'onde permet au laser de cibler efficacement une large gamme de matériaux, optimisant ses performances pour différents scénarios. Par exemple, il peut ajuster sa longueur d'onde en continu pour correspondre au spectre d'absorption d'un matériau spécifique ou minimiser la quantité d'énergie absorbée par l'atmosphère. Cette adaptabilité permet de maintenir son intensité sur de longues distances. Le laser tactique à impulsion ultra courte intègre également plusieurs configurations de faisceaux. Lorsqu'il est configuré pour produire plusieurs faisceaux, ce laser avancé peut cibler simultanément de nombreuses menaces. Cela en fait un outil exceptionnellement efficace pour la défense, que ce soit en mode monofaisceau ou multifaisceau. Le TUSP fonctionne avec une précision remarquable. L'armée de l'air américaine a introduit un mode de balayage de faisceaux dans sa dernière technologie laser. Dans ce mode haute puissance, le laser balaye rapidement une zone, ce qui lui permet de cibler plusieurs menaces en peu de temps. Cette fonction est précieuse dans les situations où les menaces sont nombreuses, car elle permet au TUSPiel de les neutraliser rapidement et efficacement. Selon certains experts militaires américains, les diverses configurations de faisceaux des deux SPL en font un outil indispensable pour l'armée de l'air américaine, et le distingue de toute autre technologie laser jamais développée. Cependant, comme toute arme à haute énergie, ce laser avancé génère une chaleur importante, susceptible d'endommager le système et de réduire son efficacité. Par conséquent, ce système d'armes est doté de systèmes de refroidissement robustes et avancés pour garantir qu'il continue à fonctionner à son efficacité maximale. Le système de refroidissement du TUSPiel combine des technologies de refroidissement par air et par liquide qui collaborent pour dissiper la chaleur du système, tandis que le refroidissement par air utilise des ventilateurs pour faire circuler l'air autour des composants du laser. Le refroidissement par liquide utilise un liquide de refroidissement spécialisé pour évacuer efficacement la chaleur du laser. De plus, le dernier laser de l'armée de l'air peut adapter son niveau de refroidissement en fonction de la chaleur qu'il génère. Cette fonction permet au système de maintenir une efficacité maximale et d'économiser de l'énergie. Cependant, la caractéristique la plus avancée de ce laser réside dans ses systèmes de contrôle de pointe. Le laser tactique à impulsion ultra courte est doté de systèmes de contrôle avancés qui facilitent les opérations à distance et automatisées. Le système de contrôle SPL, Ultra Short Pulse Laser, comprend plusieurs composants qui collaborent pour garantir que le laser fonctionne constamment à son niveau de performance optimale. Ces composants comprennent un trio de systèmes de contrôle essentiels, un système de contrôle de l'énergie laser, un système de contrôle de la qualité du faisceau et un système de contrôle de la direction du faisceau. Le système de contrôle de l'énergie laser gère l'énergie transmise par le laser, en la maintenant dans la plage spécifiée. En outre, il surveille la température du laser pour éviter toute fluctuation extrême susceptible d'affecter ses performances. Le système de contrôle de la qualité du faisceau a pour tâche de préserver l'intégrité du faisceau laser, en veillant à ce qu'il conserve un état de focalisation et de stabilité constant.
Ce système peut identifier toute variation du faisceau et effectuer des ajustements en temps réel pour maintenir sa qualité. Enfin, le système de contrôle du pointage du faisceau garantit que le faisceau laser s'aligne constamment dans la direction souhaitée. Il utilise un ensemble de capteurs et d'algorithmes pour suivre en permanence la position et l'orientation du laser, en effectuant les ajustements nécessaires pour maintenir un ciblage précis. Ces systèmes de contrôle avancés permettent collectivement au TAPL d'émettre un faisceau d'énergie intensément focalisé et stable avec une précision remarquable. Sans surprise, cette technologie laser s'est rapidement imposée comme une pierre angulaire de l'arsenal de l'US Air Force. Le laser tactique à impulsion ultra courte est une arme redoutable, très efficace et rentable. Il nécessite un entretien minimal et a une longue durée de vie. Bien que sa trajectoire future exacte reste incertaine, le laser tactique à impulsion ultra courte mérite incontestablement une observation vigilante. À mesure qu'il progresse et fait l'objet d'améliorations, nous pouvons anticiper son importance croissante au sein de l'arsenal militaire américain. L'armée de l'air américaine a mené des tests approfondis de ces technologies dans divers scénarios. L'un des projets notables est le programme de bouclier de démonstration de laser à haute énergie et d'autodéfense mené par l'Air Force Research Laboratory, AFRL. Ce programme vise à équiper les avions de systèmes laser compacts et de haute puissance conçus pour l'autodéfense. Une avancée significative dans le développement des systèmes laser aéroportés a eu lieu en 2021, lorsque ce bouclier expérimental a réussi à intercepter des missiles lancés depuis les airs, soulignant ainsi son efficacité. Le projet Champ, qui porte sur le développement de missiles à micro-ondes de haute puissance, est une initiative en cours qui se concentre sur le développement de missiles champ HPMS. Ces missiles, lors de leur explosion, émettent des micro-ondes susceptibles de perturber les systèmes électroniques, rendant ainsi les capacités de l'ennemi inopérantes. Cependant, malgré leur potentiel considérable, les armes à énergie dirigée ne sont pas sans défi. Les principaux problèmes auxquels sont confrontés les chercheurs concernent la génération et la gestion de niveaux d'énergie élevés, la préservation de la qualité du faisceau sur de longues distances et l'adaptation des systèmes à diverses plateformes. Néanmoins, des progrès notables sont réalisés pour surmonter ces obstacles et mettre ces systèmes en service opérationnel. L'évolution des armes à énergie dirigée marque un changement de paradigme dans la guerre, ouvrant la voie à un avenir où les batailles seront menées avec des faisceaux de lumière et des impulsions d'énergie. Cette approche révolutionnaire minimise les dommages collatéraux et offre des options plus humaines pour neutraliser les capacités ennemies. Ce qui était autrefois considéré comme invraisemblable est en train de devenir une réalité tangible. Les progrès continus soulignent le dévouement sans faille de l'US Air Force à maintenir sa position de leader dans l'innovation technologique militaire. Cet engagement est en train de remodeler fondamentalement le paysage du combat aérien. Cependant, alors que les États-Unis progressent dans leur technologie laser, leurs rivaux ne sont pas loin derrière. Si la Chine et la Russie ne possèdent peut-être pas actuellement de systèmes laser aussi avancés que ceux des États-Unis, on constate une augmentation de la production rapide de lasers dans divers domaines au cours des prochaines années. La Russie, en particulier, a affirmé avoir utilisé un système laser expérimental connu sous le nom de Zaidira lors de ses activités en Ukraine. Étant donné la propension du pays à exagérer ses capacités technologiques, l'ampleur de l'impact de ce système reste discutable. Néanmoins, le déploiement de tels systèmes dans les conflits devrait stimuler les progrès de la technologie laser. Il convient de noter qu'une catégorie d'armes à énergie dirigée, en particulier les armes aveuglantes, a été interdite en tant que moyen ou méthode de guerre. Cela s'est produit depuis le protocole de 1995 sur les armes laser aveuglantes dans le cadre de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, CESAC. Ce protocole concerne principalement les implications humanitaires d'un effet laser particulier visant à prévenir des souffrances inutiles ou excessives. Un préjudice qui pourrait conduire à la cécité. Cependant, il est nécessaire d'avoir un discours plus structuré sur les cotisations dans un contexte plus large, qu'il s'agisse du droit humanitaire au-delà des lasers aveuglants ou de leur impact potentiel sur la sécurité internationale au sens large. Même si certains systèmes de radiofréquence sont déjà utilisés et que les armes laser sont sur le point d'être déployées, le développement et l'utilisation croissant de ces divers systèmes d'armes pourraient justifier un examen multilatéral. Un tel examen pourrait avoir lieu lors de discussions spécifiques à un domaine, comme le groupe de travail à composition non limitée sur l'atténuation des menaces spatiales. Une autre étape importante franchie par l'armée de l'air américaine est le développement de missiles hypersoniques visant à renforcer leurs capacités offensives et défensives. Ces projectiles à grande vitesse peuvent atteindre des vitesses au moins 5 fois supérieures à celles du son, justifiant ainsi leur étiquette hypersonique. Un missile hypersonique volant à Mach 5 parcourait environ 1 mile par seconde.
La vitesse et l'agilité extraordinaires de ces armes sont essentielles pour remodeler la guerre contemporaine. Les missiles hypersoniques sont classés en deux grandes catégories, les véhicules hypersoniques planants, HGV, et les missiles de croisière hypersoniques. Les HGV sont lancés dans l'atmosphère par une fusée, puis planent vers leur cible. En revanche, les missiles de croisière hypersoniques sont propulsés par des moteurs aérobies à grande vitesse tout au long de leur vol. Les deux versions sont méticuleusement conçues pour une grande maniabilité, en maintenant des vitesses soutenues dans les échelons supérieurs du spectre de vitesse hypersonique. L'un des principaux avantages des missiles hypersoniques est leur remarquable capacité à contourner les systèmes de défense antimissiles actuels. Leur vitesse extraordinaire, leur trajectoire de vol imprévisible et leur profil de vol à basse altitude constituent des obstacles redoutables pour les technologies actuelles de défense antimissiles. En outre, leur rapidité de lancement réduit considérablement le temps de réponse ou d'interception une fois le missile lancé, ce qui fait des missiles hypersoniques une menace imposante et un atout stratégique puissant. L'armée de l'air américaine, en collaboration avec divers secteurs de la défense, a investi des sommes considérables dans le développement d'armes hypersoniques. L'AGM-183 ARRW, arme de réponse rapide lancée par voie aérienne, est l'une de ces initiatives qui a fait l'objet de tests rigoureux. L'ARRW utilise un système de propulsion par glissement lancé depuis un avion avant d'entrer en vol plané hypersonique vers sa cible. Ce développement marque une étape décisive dans le renforcement des capacités des armes hypersoniques. En parallèle, le programme ECHO, Hypersonic Air Breathing Weapon Concept, est en cours. Son objectif est de créer des missiles de croisière hypersoniques à lancement aérien, augmentant encore les capacités de l'US Air Force dans ce domaine, tout en développant et en déployant des lasers et des armes hypersoniques. Les implications géopolitiques sont importantes. Leur potentiel de révolutionner la guerre est indéniable. Leur intégration dans le cadre opérationnel de l'armée de l'air américaine souligne la poursuite incessante du maintien d'un avantage stratégique. Elle met également en évidence la nécessité de préserver la sécurité nationale à une époque caractérisée par une évolution technologique rapide et une dynamique changeante de la guerre. Ce nouvel ordre d'urgence émis pour la zone 51 oui, cet endroit près de Las Vegas, célèbre pour les théories du complot extraterrestre. Il y a des décennies, un événement mystérieux s'est produit en Arizona, un vaisseau extraterrestre s'est écrasé, laissant derrière lui d'étranges restes. Cet événement a suscité la curiosité et des théories du complot parmi les membres du public. Les théories ont persisté malgré la détermination du gouvernement à garder l'événement secret dans la zone 51, une base militaire située au plus profond du désert désolé du Nevada, et maintenant, de nouveaux détails sur l'accident et ses restes ont été révélés. Quels étaient exactement les restes du vaisseau extraterrestre ? Pourquoi le gouvernement était-il si déterminé à bloquer les informations à ce sujet ? Et même la zone 51, rejoignez-nous pour découvrir les nouveaux détails terrifiants sur les restes de l'accident extraterrestre transporté dans la zone 51 aux premières heures du 19 mai 1953. Le ministère américain de l'énergie a mené un essai nucléaire souterrain connu sous le nom de Bainbridge. L'essai a été mené à 278 mètres sous le Yucca Flat, dans le Nevada. Au cours de cet essai, un objet volant non identifié, un ovni en forme de disque, a été vu plongeant du ciel et se dirigeant vers le sud en direction de Las Vegas, puis il a disparu dans les montagnes. 2 jours après l'essai, les autorités gouvernementales ont secrètement réuni une équipe de scientifiques. Leur mission était d'enquêter sur l'accident. Crash d'un ovni à la périphérie de Kingman, en Arizona, à 280 km au sud du site d'essai nucléaire. Ce que les scientifiques ont découvert a suscité des spéculations sur la technologie extraterrestre et une collaboration entre les extraterrestres et le gouvernement américain. Peu après l'accident de l'OVNI à Kingman, en Arizona, 40 ingénieurs ont été déployés sur les lieux pour évaluer l'objet. Le disque, qui mesurait environ 12 mètres de diamètre et avait la forme d'une soucoupe, était un spectacle remarquable. Il semblait parfait, car il n'y avait pas la moindre égratignure ou imperfection sur sa surface. 4 êtres auraient été trouvés dans cet engin. Ces créatures ne ressemblaient à aucun être humain vu sur Terre, elles ressemblaient à des êtres extraterrestres. On a donc immédiatement supposé qu'elles venaient d'une autre planète. Leur apparence et leur existence défiaient la compréhension humaine, suscitant de nombreuses rumeurs et questions. Les êtres ont été transportés à Groom Lake, dans le Nevada, et gardés dans une région isolée connue sous le nom de Zone 51. Ce fut le début de la participation des États-Unis à la recherche d'objets volants étranges et peut-être de technologies extraterrestres. Pour vraiment comprendre les détails de l'accident extraterrestre, nous devons d'abord examiner l'histoire de la Zone 51. La Zone 51 est une base de l'armée de l'air américaine située à Groom Lake,
un lit de lac asséché dans le désert du Nevada, à 137 km au nord de Las Vegas. C'est une base où l'armée américaine mène secrètement des recherches secrètes sur la technologie extraterrestre. Ce qui se passe à l'intérieur de cette base est incroyablement confidentiel. Il y a des panneaux d'avertissement, une surveillance électronique et des gardes armés postés pour tenir le public à distance. En outre, il est illégal de survoler la zone 51, bien que l'installation soit désormais visible sur les images satellites. La base dispose de pistes d'une longueur de 3,7 km. L'histoire de la zone 50 remonte à la guerre froide, une période de grande méfiance et d'hostilité entre les États-Unis et l'Union soviétique. En 1955, près d'une décennie après le début de la guerre froide, la CIA a lancé une mission secrète appelée l'Aqueduc. L'objectif de la mission Aqueduc était de trouver un endroit caché et sécurisé pour tester un avion espion spécial appelé le U-2. Cet avion a été conçu pour espionner l'Union soviétique. Après de longues recherches, il a été décidé d'utiliser la zone 51, située dans la région de Groom Lake, un lac asséché du Nevada, pour les essais. La zone 51, qui était à l'origine une simple installation, a été choisie pour son emplacement isolé, au cœur du désert du Nevada, entouré de montagnes. Avec le programme d'avions espions U-2, la zone 51 s'est transformée en un centre de technologie aéronautique de pointe et d'activités de renseignement secrètes. Il a rapidement été converti en un lieu d'idées novatrices, qui a finalement donné lieu à la création et au perfectionnement d'avions très avancés. L'armée américaine décrit l'installation comme un espace flexible, réaliste et multidimensionnel pour les essais, le développement tactique et la formation avancée. Le complexe de la zone 51 est situé à proximité de deux autres zones militaires à accès restreint. Il s'agit du Nevada Test Site, où les armes nucléaires américaines ont été testées des années 1950 aux années 1990, et du Nevada Test and Training Range. Ensemble, ces trois zones militaires interdites couvrent environ 1,2 million d'hectares. 51 a été un terrain d'essai pour de nombreux avions top secrets, dont le redoutable A-12 et le célèbre SR-71 Blackbear. Pendant la guerre froide, ces merveilles spectaculaires sont devenues des outils essentiels pour les services de renseignement. Elles ont révélé un monde d'activités cachées et fourni des renseignements cruciaux qui ont contribué à prévenir des conflits militaires majeurs. D'innombrables théories du complot ont été alimentées par le secret entourant la zone 51. L'histoire la plus célèbre à ce jour est que le site abriterait un vaisseau spatial extraterrestre et les restes de ses pilotes qui se sont écrasés près de Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947, mais selon les autorités américaines, le vaisseau tombé n'était qu'un ballon sonde et il n'y avait pas d'extraterrestres à bord. En outre, plusieurs personnes ont affirmé avoir observé des ovnis au-dessus ou autour du site, et certaines disent avoir été enlevées et avoir subi des expériences par des extraterrestres avant d'être renvoyées sur Terre. Cette zone a longtemps été associée à la technologie extraterrestre et à des rencontres avec des entités extraterrestres. Le secret qui entourait ces opérations clandestines était essentiel pour protéger les informations sensibles et conserver un avantage national en ce qui concerne les rencontres potentielles avec des extraterrestres et les technologies de pointe. La zone 51 exigeait des mesures strictes pour la garder à l'abri des regards indiscrets. Les employés et les sous-traitants étaient liés par des accords de confidentialité stricts qui gardaient leur travail secret. En plus de la nature de leur mission, même les plus petits détails, comme leur trajet quotidien, étaient tenus secrets. Ces personnes étaient transportées par avion sans insigne, avec les fenêtres couvertes pour empêcher tout regard sur la disposition des installations. Pendant de nombreuses années, le gouvernement américain a réussi à garder le site hors de portée des radars, ce qui a contribué à empêcher toute ingérence extérieure dans ce qui se passait à l'intérieur du site. Étonnamment, le gouvernement américain a catégoriquement nié l'existence de cette station jusqu'en 2013, date à laquelle des documents classifiés de la CIA l'ont admise et ont levé le voile du secret. Le gouvernement a utilisé diverses stratégies pour garder la zone 51 secrète. Dans un premier temps, il a nié avec véhémence son existence, ce qui a empêché qu'elle apparaisse dans les archives officielles pendant des décennies. Cette tactique de déni a conduit à une incertitude quant à la légitimité de l'installation. Les gens recevaient des informations ambiguës ou fausses en réponse à leurs questions, ce qui compliquait encore la situation. Grâce à cette stratégie, le gouvernement a pu mener des initiatives extrêmement sensibles sans être observé par le public. Cette stratégie du silence a eu pour effet de nourrir les spéculations, les rumeurs, les histoires non prouvées et les inventions flagrantes résultant du manque d'informations fiables. La frontière entre réalité et imagination s'est estompée et a donné lieu à des récits d'ovnis et de vie extraterrestre. Elle a également favorisé le développement de technologies de pointe qui auraient été mises au point à partir de vaisseaux spatiaux extraterrestres.
Le maintien du même degré de secret au fil des ans est devenu plus difficile avec le développement des images satellites et d'Internet. Finalement, la structure du site a été révélée par des photos satellites, et d'anciens travailleurs ont commencé à décrire leurs expériences, bien qu'en termes généraux. En 2013, le gouvernement américain a finalement révélé officiellement l'existence de la zone 50. Cependant, il n'a donné aucune information sur la poursuite des opérations de la base. La zone 51 est restée active même après la fin de la guerre froide. Elle s'est transformée en un lieu extrêmement sécurisé aux multiples usages, et a conservé son mystère pour les étrangers. Nous ne savons pas exactement ce qui s'y passe aujourd'hui. Certains pensent que des avions à réaction et des armes sophistiquées y sont testés. D'autres pensent qu'ils y développent des technologies militaires avancées telles que des robots volants et des avions invisibles. Cependant, comme tout est si secret, qui sait, malgré son importance historique pour la puissance militaire et le renseignement, la zone 51 semble attirer les histoires étranges comme un aimant. La discussion sur les extraterrestres et les ovnis dans le cadre des opérations de localisation est très populaire. Les gens imaginent toutes sortes de choses à cause des lieux, de l'obscurité et des récits d'étranges objets volants dans la région. Aucune des nombreuses et déroutantes théories du complot n'a captivé l'attention du public, tout comme le lien mystérieux qui existe entre la zone 51 et les ovnis et les extraterrestres. C'est un récit qui a persisté à travers le temps, s'imprimant dans l'esprit des gens. Cette théorie fascinante a d'abord attiré l'attention du public dans les années 1950 et 1960, à une époque où l'on a constaté une augmentation inhabituelle du nombre de rapports faisant état d'observations d'ovnis et d'étranges objets célestes dans le ciel. Ces rapports ont commencé à la suite de l'événement de Roswell en 1947, un tournant important dans l'histoire de la mythologie des ovnis. Un crash d'ovnis présumé a eu lieu dans le désert poussiéreux de Roswell, au Nouveau-Mexique, et a déclenché une réaction en chaîne d'histoires qui ont fait écho dans les médias à la suite du crash. Des rumeurs ont commencé à se répandre dans tout le pays sur l'existence de créatures extraterrestres. Beaucoup ont dit que la zone 51 était le gardien secret de ces êtres incroyables. Cependant, les autorités ont déclaré que l'incident de Roswell n'était rien de plus qu'un ballon météorologique de routine. Cette déclaration officielle n'a cependant pas réussi à réduire la demande d'idées de conspiration qui circulait soudainement dans tout le Nevada. De même, il y avait des spéculations généralisées selon lesquelles la technologie de l'accident d'OVNI de Kingman en 1953 avait fait l'objet de recherches minutieuses dans la zone 51. Certains ont même suggéré que la recherche avait été effectuée en communiquant avec une entité connue sous le nom de Girod, un supposé extraterrestre gris, décrit par beaucoup comme étant petit, gris et avec d'immenses yeux. Girod aurait survécu à l'accident d'OVNI à Kingman, en Arizona, et aurait été emmené dans la zone 51 où il a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement américain. Le capitaine Bill Hughes, ancien pilote de la marine qui a également travaillé comme testeur expérimental dans l'armée de l'air, affirme avoir eu un contact direct avec Girod. La relation entre le capitaine Hughes et Girod s'est renforcée au fil de conversations souvent centrées sur les conseils scientifiques et techniques de ce dernier. Dan Burch, un scientifique de la Defense Intelligence Agency, a été le premier à signaler la survie de Girod après l'accident de l'OVNI. Dan Burch a déclaré qu'il travaillait dans la zone 51 de Groom Lake, la piste d'atterrissage du site. Selon Burch, les autorités lui ont demandé de prélever des échantillons de tissu sur l'extraterrestre prisonnier. Girod et Burch sont devenus amis alors que Dan travaillait sur le projet pendant 2 ans. Girod a parlé avec Dan par conscience partagée, lui racontant des histoires sur sa civilisation et son passé. Girod affirmait que son peuple vivait sur Terre, mais avait été contraint de partir en raison de catastrophes naturelles. Selon Burch, Girod aurait déclaré que les Gris souhaitaient venir sur Terre afin d'établir des liens avec les gens et de retrouver une certaine variété génétique grâce à l'ADN humain. Mais l'histoire de Burch est devenue moins convaincante lorsqu'il a affirmé avoir sauvé Girod d'autres expériences en l'envoyant en Égypte, à Abydos, en utilisant un portail stellaire naturel. Les rapports de rencontres avec des extraterrestres comme Girod vont au-delà de la zone 51. Beaucoup prétendent que le gouvernement américain et les visiteurs extraterrestres ont travaillé ensemble dans des laboratoires souterrains et des espaces secrets, peut-être même au sein du Pentagone. Ces interactions auraient impliqué l'échange d'informations afin de faire progresser la technologie humaine. Selon les spéculations des anciens astronautes, les personnes qui se sont réellement engagées à préserver les secrets les mieux gardés du gouvernement sont celles qui ont révélé la vérité sur la zone 51 il y a des décennies, et non les passionnés d'OVNI ou les lanceurs d'alerte. L'un d'entre eux était Clarence Kelly Johnson. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a fait pression sur Lockheed Aircraft Corporation pour qu'elle produise la prochaine génération d'avions de combat. Ces avions de chasse,
conçu pour être plus performant que les avions à hélice, était censé changer le cours de la guerre. Une équipe d'ingénieurs de Lockheed, dirigée par Clarence Kelly Johnson, a produit le premier P-80 Shooting Star. Cette production a marqué le début de l'ère des avions à réaction pour l'armée américaine. Ce projet a servi de base à l'unité de recherche et développement top secrète de Lockheed, Skywworks, qui deviendra par la suite célèbre. L'observation d'un ovni à Agoura, en Californie, le 16 décembre 1953 a été signalée pour la première fois par Clarence Kelly Johnson. Lui et ses collègues ont vu une chose extrêmement étrange qui défiait toute explication technologique. Kelly Johnson a risqué sa carrière en informant ses supérieurs de cette expérience à une époque où le scepticisme du gouvernement à l'égard des ovnis était profondément enraciné. Étonnamment, il n'a subi aucune conséquence et n'a pas été rétrogradé. Au contraire, il a été récompensé. 2 ans plus tard, il a joué un rôle déterminant dans la création de la Zone 51, la base militaire la plus secrète des États-Unis. Kelly Johnson, largement reconnu pour ses contributions à l'aviation, a contribué à déterminer l'emplacement de la Zone 51. Les archives militaires officielles affirment que la station a été créée pour tester des avions expérimentaux. Au contraire, Kelly Johnson a affirmé avoir rencontré un vaisseau spatial extraterrestre et avoir choisi cette zone pour tenter de le reproduire. Pourtant, il subsiste encore quelques doutes à ce sujet. Kelly Johnson considérait la Zone 51 comme une installation stratégiquement placée, cachée aux yeux des curieux et des envahisseurs potentiels. Son emplacement dans une zone isolée offrait un niveau d'isolement idéal pour des projets inhabituels et top secrets. Cela laisse songeur. La Zone 51 a-t-elle été utilisée pour autre chose que des essais d'avions militaires? Est-elle devenue le centre de la rétro-ingénierie de technologies sophistiquées provenant de l'extérieur de la Terre? L'accident d'OVNI de Kingman en 1953 et les événements de la Zone 51 continuent de captiver l'imagination, mais la véracité de ces récits de coopération extraterrestre reste incertaine. Les chercheurs en matière d'OVNI explorent activement ces histoires, mais elles continuent de faire l'objet de débats et d'enquêtes. Les mystères entourant la Zone 51 et les événements de 1953 restent en grande partie non résolus. Leur nature non résolue nous amène à spéculer sur la possibilité d'un contact avec une vie extraterrestre. Ce qui amplifie, c'est la distance entre la Zone 51 et d'autres zones militaires à accès restreint sur le polygone d'essai et d'entraînement du Nevada, qui est situé juste à l'extérieur de la Zone 51. Une série d'expériences nucléaires atmosphériques ont été menées en 1957. Cette opération s'appelait Opération Plum Bob et a été menée en surface pendant l'été et l'automne 1957. 29 explosifs ont été déclenchés lors d'expériences sur la préparation des troupes, les détonations accidentelles et l'impact de débris volants sur des cibles vivantes. Ces informations sont conformes aux documents publiés par le département de l'énergie des États-Unis et décrits dans le livre d'Annie Jacobson, Area 51, une histoire non censurée de la base militaire top secrète américaine. Son ministère de l'énergie est décrit dans le livre d'Annie Jacobson, Area 51, une histoire non censurée de la base militaire top secrète des États-Unis. Un récit particulier dans le livre de Jacobson décrit Richard Mingus, un agent de sécurité, comme témoin de ces explosions. Pendant l'explosion, Richard Mingus se tenait à l'extérieur et a observé un certain nombre d'installations d'essais d'armes tout au long des explosions. Les explosions comprennent la plus grosse bombe atmosphérique qui ait jamais explosé aux États-Unis. Après l'explosion de la bombe, Richard Mingus, qui se cachait dans un bunker à Ground Zero, a soudainement reçu un appel urgent pour se rendre à la Zone 51, seulement 45 minutes à 1 heure après l'explosion de la bombe nucléaire. Sa mission était de garder la porte de la Zone 51. Richard Mingus et de nombreux autres soldats atomiques qui étaient présents à Ground Zero lors de nombreux essais de la bombe atomique ont tous survécu. Avance rapide jusqu'en 1989, Bob Lazar est passé sous les feux de la rampe et est devenu célèbre pour ses histoires concernant la Zone 51. Robert Scott Lazar était un homme d'affaires américain et un théoricien du complot. Lors d'une interview avec une chaîne d'information de Las Vegas, il a affirmé avoir été engagé en 1989 pour faire de la rétro-ingénierie sur une technologie extraterrestre. Cette affirmation est similaire à celle de Clarkson Kelly Johnson en 1953. Il a également déclaré que cette opération avait eu lieu dans un lieu top secret désigné S4, une station probablement distincte, à plusieurs kilomètres au sud de la Zone 51. Les récits de Lazar étaient fascinants, car ils décrivaient de puissants moteurs et des reproductions de technologies extraterrestres au sein de la base secrète de l'installation. Il affirmait avoir reçu des documents d'information du gouvernement des États-Unis et avoir inspecté un vaisseau extraterrestre qui décrivait l'implication des extraterrestres dans les affaires humaines au cours des 10 000 dernières années. Cependant,
lorsque les diplômes de Bob Lazar ont été examinés, des mensonges évidents ont été découverts dans son parcours scolaire. Lazar avait affirmé avoir fréquenté le Massachusetts Institute of Technology ou le California Institute of Technology, mais les dossiers scolaires ne contenaient aucune preuve. À l'époque, les ingénieurs de la zone 51 faisaient des recherches et recréaient des avions sophistiqués malgré les preuves qui discréditaient ses qualifications académiques. Les affirmations de Bob Lazar ont accru la notoriété de la zone 51 et les rumeurs sur ses opérations secrètes. Bien que de nombreux ufologues et critiques aient examiné et rejeté ces affirmations, il a toujours beaucoup d'adeptes et de partisans. De plus, ces récits ont largement contribué à la réputation mystérieuse de la zone 50. En outre, les allégations d'observation d'OVNI ont augmenté dans la région en raison de tous les avions de haute technologie sortant de la zone 51. Cela inclut plus de 2850 décollages par l'armée de l'air américaine. En plus de l'augmentation des allégations, il y avait des rumeurs non pas d'une, mais de 9 soucoupes volantes venues de l'espace. Ces rumeurs ont contribué au mystère entourant la zone 51. Une autre notion intrigante et déroutante affirme que la zone 51 est un lieu caché où de hauts responsables gouvernementaux interagissent secrètement avec des entités extraterrestres. Les partisans de cette notion affirment que ces visiteurs extraterrestres tiennent des réunions secrètes avec le gouvernement la nuit. On ne connaît pas encore les détails des événements de 1953, des nombreuses observations d'OVNI rapportées et des mystères entourant la zone 51. Alors que nous continuons à explorer l'inconnu et à chercher la vérité sur notre planète, vous vous demandez peut-être quels autres mystères et expériences avec des entités d'un autre monde restent à révéler. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyage Quantique. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour voir d'autres vidéos époustouflantes comme celle-ci.